CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou, CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa. Pour être informé de chaque mise en ligne de nouvelles vidéos, abonnez-vous sur Congo Gold TV. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui en compagnie du professeur Sandrine Mubenga qui nous vient de l'université de Toledo et c'est une personnalité dans le monde de la science ici aux États-Unis et pas seulement dans le monde entier, reconnue déjà avec de nombreuses récompenses. Bonjour professeur. Bonjour. Alors, que nous vaut la visite du professeur ici à Washington? J'ai été invitée pour assister à certaines rencontres qui ont lieu ici avec la visite du président Tshisekedi. Et c'est ainsi que je suis ici à Washington. Vous êtes originaire de la République démocratique du Congo. Ramenez-nous quelques années en arrière, quand vous quittez le Congo et quand vous arrivez ici. Qu'est-ce qui vous a amené justement dans ce domaine de la science-là? Est-ce que ça a commencé depuis la RDC ou bien c'est ici que vous avez eu le virus, comme on dit? Alors, mon histoire a commencé depuis la RDC, depuis le Congo. Donc, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où mon père travaille aux Nations Unies. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que tous les 2 ans, on devait voyager de pays en pays. Et à 17 ans, je me suis retrouvée, on est rentré au Congo, mon père a pris sa retraite anticipée et a décidé de rentrer développer Kikwit. Il est de Kikwit, dans le Bandundu. Et donc, on est rentré au Congo, s'installer au Congo. Et à 17 ans, je suis tombée gravement malade. Et il fallait qu'on m'opère. J'avais une appendicite aiguë. Donc, l'appendice était en train de se fracturer. Et le docteur a dit, Sandrine, il faut absolument qu'on t'opère. Mais le problème, à Kikwit, c'est une ville sans eau ni électricité. Donc, si vous vouliez avoir de l'électricité, il fallait avoir un groupe électrogène et faire puiser de l'eau, etc. Donc, du coup, il n'y avait pas d'électricité, on ne pouvait pas faire l'opération. Alors, la deuxième chose à faire, c'était de chercher partout du carburant pour mettre dans le groupe électrogène, mais il n'y en avait pas. Ce qui fait que pendant 3 jours, ma vie dépendait de l'électricité. Je pouvais mourir tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Donc, pendant ces 3 jours, moi, je me suis tournée vers ma foi et je me suis dit, si je m'en sors, je vais tout faire pour qu'au XXIe siècle, il n'y ait pas des gens qui meurent à cause du manque d'électricité. Je vais tout faire pour pouvoir donner de l'électricité dans des endroits comme Kikwit. Et c'est ainsi que j'ai décidé de devenir ingénieur en électricité. Donc, c'est un peu ça mon histoire. Et on fait fast forward, donc on avance rapidement. On arrive en 2000, vous êtes aux États-Unis, vous finissez vos études. Et puis là, le génie arrive, vous commencez à faire toutes sortes d'inventions. Parlez-nous un peu de ces premières inventions, cette première voiture déjà, et puis tout le reste. Alors, oui, en effet, je suis arrivée, j'ai étudié à l'université de Toledo. C'est là que j'ai fait, au fait, tout mon cursus, hein, c'est-à-dire mon bachelor, master et PhD en génie électrique. Mais quand je suis arrivée, j'étais directement intéressée par les énergies renouvelables, puisque étant de Kikwit, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut avoir l'électricité? Et je regardais autour de moi, je me suis dit, on a toujours le soleil. Alors, pourquoi pas faire l'énergie solaire? C'est ainsi que quand je suis arrivée à l'université de Toledo, je me suis directement intéressée aux énergies renouvelables et j'ai déjà commencé à développer différents systèmes. J'ai par exemple développé un système portable qui génère de l'électricité. Donc, c'est un petit système que vous mettez dans un sac à dos et partout où vous êtes, vous pouvez ouvrir un panneau solaire flexible et utilisé pour avoir de l'électricité. Donc ça, c'est une des choses que j'ai faites pendant mon bachelor. Et ensuite, quand j'ai continué avec ma maîtrise, c'est quand j'ai travaillé avec la voiture électrique. C'est-à-dire ce que j'ai apporté de plus à cette voiture électrique, je l'ai rendue hybride. J'ai fait ce qu'on appelle l'hybridisation en anglais. Et je l'ai rendue hybride en ajoutant une pile à combustible afin que cette voiture puisse rouler à partir de l'hydrogène. Et pourquoi l'hydrogène? Tout simplement parce que quand vous regardez l'univers, vous regardez la chimie, tout élément, l'élément le plus abondant que nous avons dans l'univers, c'est l'hydrogène.
Et donc, si on arrive à capturer l'énergie qui se trouve dans l'hydrogène pour le transport, ça peut résoudre beaucoup de choses. Et un grand avantage de cette voiture que j'ai conçue, c'est qu'une fois qu'elle roule, la seule chose qui sort de la voiture, c'est de l'eau. Donc, elle est non polluante. Donc, c'est une technologie verte qui permet de propulser la voiture et qui est non polluante. Donc, c'était ça qui était très intéressant et qui a aussi intéressé les médias. Et donc ça a ouvert plus ou moins la porte justement aux médias, mais pas seulement, mais aussi au milieu professionnel, scientifique, qui commence de plus en plus à s'intéresser à vos travaux. Et puis, quelques années après, vous faites une nouvelle découverte, une nouvelle invention. Oui, tout à fait. Donc, ça, c'était la propulsion voiture hybride. Il y a une partie que je ne vous ai pas dit, c'est-à-dire qu'une fois que j'avais conçu la voiture électrique, je me suis dit, mais Sandrine, où est-ce qu'on aura cet hydrogène? Puisque ce que je faisais dans le labo, on achetait de l'hydrogène qui venait d'un lab. Donc chaque jeudi, on m'amenait les bonbonnes d'hydrogène pour tester ma voiture. Donc je me suis dit, non, la deuxième partie, je dois savoir comment créer cet hydrogène sur place. Parce que si vous voyez les voitures que vous utilisez aujourd'hui, il y a des stations d'essence. Donc il fallait aussi que je crée une station à hydrogène. Ce que j'ai fait. Mais maintenant, cette station à l'hydrogène devait aussi être non polluante. Comme la voiture était non polluante, il fallait aussi une station à hydrogène qui soit non polluante. Donc, j'ai utilisé des systèmes solaires, un système solaire de 6 kWh pour pouvoir décomposer de l'eau en hydrogène et oxygène. Et en décomposant cette eau par l'électrolyse, j'ai pu capturer cet hydrogène et je la pompais carrément dans la voiture. Donc, c'était un full cycle, oui, ce qu'on appelle hydrogen economy. Donc, ça, c'était très intéressant aussi. Et à partir de cette expérience, je me suis dit, OK, les voitures hybrides, les voitures électriques, c'est très intéressant, mais elles ont toutes des batteries. Et si vous suivez bien, dans votre rôle, je vois les émissions que vous faites, tous les grands fabricants de voitures ont déjà décidé d'avoir des voitures soit complètement électriques, c'est-à-dire 100% avec des batteries, ou bien hybrides, c'est-à-dire deux sources d'énergie. Donc, il y aura toujours une batterie quelque part. Et les batteries qu'on utilise de nos jours, ce sont les batteries à ion lithium. Mais le problème avec les batteries à ion lithium, pourquoi les gens les aiment d'abord? L'avantage, c'est quoi? La batterie à ion lithium, c'est une batterie légère, mais qui a la plus grande densité d'énergie. OK? Donc ça, c'est l'avantage. Le désavantage, c'est parce que elle a une grande densité d'énergie, justement, l'électrolyte, le liquide qui se trouve dans la batterie à ion lithium est volatile, c'est-à-dire qu'il peut s'enflammer facilement. Donc le transport dans les avions et tout, c'est très difficile. Voilà, et c'est pour ça que vous voyez qu'on refuse de les amener dans les avions parce qu'ils peuvent s'enflammer facilement. Et donc, il faut un système pour égaliser la charge dans les batteries. Et moi, j'ai fait justement ce qu'on appelle un système de gestion de batteries, justement, qui permet d'égaliser la charge dans les batteries. Non seulement elle égalise la charge dans les batteries, ça augmente la longévité de la batterie et ça le fait à un coût réduit par rapport aux technologies qui sont sur le marché aujourd'hui. C'est de grosses révolutions parce que l'énergie aujourd'hui, c'est ça qui fait vivre le monde et vous êtes au cœur justement de la production de cette énergie-là. Quels sont les différents challenges? C'est facile de parler de l'invention, hein, on découvre, mais j'imagine qu'après ça, de pouvoir implémenter, de pouvoir s'assurer que justement c'est utilisé, que c'est homologué, que tous les différents protocoles sont respectés et tout, c'est une autre affaire. C'est quoi la difficulté que vous rencontrez maintenant que vous avez réussi à découvrir, à faire ces inventions? C'est quoi les difficultés maintenant pour les mettre de façon concrète en utilisation? Ça, c'est une très bonne question puisque souvent on ne s'en rend pas compte, hein, mais ce qu'on fait en fait, c'est nous sommes en train de faire un transfert de la technologie du labo au marché. Donc, c'est la commercialisation et c'est un processus qui n'est pas facile. Donc, une fois que nous avons développé le prototype dans le labo et que ça marchait, d'abord, il fallait protéger ce qu'on appelle intellectual property. Donc, il fallait avoir les patentes et tout ça. Et une fois qu'on a les patentes, la prochaine étape, en fait, c'est
de pouvoir trouver quelqu'un qui va développer cette technologie en gros. Donc, quelqu'un qui a une usine, qui fabrique les systèmes de gestion de batterie et donc qui utiliserait notre technologie dans leur système. Et donc, si une fois que cette personne est intéressée, ça ne va pas directement à la production. Ah non, hein, il y a des étapes. Ils doivent d'abord faire un prototype. Nous devons leur fournir un prototype spécifique. Ils doivent le tester, vérifier que ça correspond à leurs normes, ça rencontre leurs spécifications techniques. Et ensuite, ils décident ce qu'il faut faire pour le fabriquer en gros. Donc, au niveau de l'usine et tout ça, et la commercialisation, combien le vendre et tout ça. Donc, c'est tout un long processus, en fait. Et nous sommes en plein dedans, quoi. Donc, c'est vraiment un long processus. Et ce que vous devez garder en tête, c'est que pendant qu'on est en train de faire la commercialisation, en même temps, nous sommes toujours en train d'améliorer notre système dans le labo. Donc, il y a toujours des choses que nous sommes en train de faire. Par exemple, une des choses, nous avons parlé à plus de 80 personnes. J'ai contacté 80 compagnies pour savoir qu'est-ce qu'ils recherchaient dans les systèmes de gestion de batterie. Une des choses qu'ils ont dit, ils disent que nous, on a déjà investi dans le système de gestion de batterie que nous avons maintenant, même si ça a une mauvaise performance. Et nous savons que ça a une mauvaise performance, c'est moins cher et on ne veut pas changer tout simplement parce qu'on ne veut pas mettre un nouveau système, on ne veut pas changer la ligne dans l'usine pour fabriquer ça. Mais si vous pouvez trouver un système qu'on peut ajouter à notre système qui existe, là c'est plus facile. Donc c'est comme un add-on kit, un retrofit kit qu'on peut juste ajouter, là ça serait bien. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons développé un système qui peut juste tout simplement être ajouté dans un système qui existe. Donc, vous voyez, la recherche continue. Donc, c'est deux directions, mais qui continuent en même temps et en parallèle, si vous voulez. Comme dirait l'autre, c'est de la contrainte que naît la créativité. Hein. Voilà. L'innovation vient toujours du problème qu'on rencontre. Et ça me fait penser aussi à justement, on a de plus en plus des usines qui se développent en Afrique, où on fabrique des voitures et tout. Est-ce que dans la vision du professeur Mubenga, est-ce que l'Afrique et puis les inventions c'est vrai que il faut préciser, vous êtes en partenariat avec l'université, donc je me dis qu'il y a un certain protocole, il y a une certaine démarche administrative en tout cas à avoir. Mais est-ce que dans votre vision, l'Afrique, ça reste quelque chose qui est essentiel? Est-ce que vos travaux, vous les faites en pensant, ok, je voudrais que ça soit utilisé ici avant tout? Une chose que je voudrais vous dire, c'est vrai, je travaille à l'université de Toledo et j'ai toujours été claire depuis le premier jour, quand j'étais étudiante à l'université de Toledo avant d'être professeure, que je voulais toujours faire quelque chose pour l'Afrique. J'étais présidente de l'association des Africains, par exemple. Je suis en train de mettre sur place, avec l'université de Toledo, des moyens de collaborer avec le Congo pour les études. Donc, ce sont des systèmes, des choses que je suis en train, qui me tiennent à cœur, si vous voulez. Et même pour notre technologie, je dis toujours à mes partenaires, parce que j'ai travaillé avec le professeur Stuart, je lui dis toujours, l'avenir de notre système, c'est en Afrique. Et nous sommes en train de voir ça très sérieusement. Donc oui, nous pensons à l'Afrique, oui, c'est une réalité. C'est là qu'il y a l'avenir pour les énergies renouvelables. Plus de 50% du cobalt qui est utilisé pour faire ces batteries à ion-lithium vient du Congo. Vous voyez? Et l'Afrique aussi a besoin de ça pour régulariser le réseau électrique. Donc oui, l'Afrique est clairement dans notre politique de commercialisation. Tout à fait. Quelle analyse vous faites justement de la place de la femme maintenant dans ce domaine scientifique? Ce n'est pas très souvent qu'on voit les femmes porter à des niveaux que vous atteignez. Oui, c'est vrai. Et moi, je pense qu'il faut changer la narrative. Je crois que quand on dit la place de la femme, on ne donne pas une place à la femme. C'est-à-dire, quand on dit la place de la femme, c'est comme si on veut la mettre dans une cage, la restreindre. Je pense qu'on devrait valoriser l'être humain, voir d'abord la valeur de l'être humain et reconnaître les valeurs que chacun a. Mais ce que je vois au niveau de la femme en général, c'est que on tend à réduire la femme, à la faire disparaître. Tout à l'heure, on était en train de parler
la femme fait beaucoup de choses. Plus de 60% du travail qui est fait en Afrique est fait par des femmes, ok? Mais on ne reconnaît pas sa place. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Vous qui êtes dans les médias, vous pouvez changer cette image en projetant dans vos émissions, par exemple, qu'il y a des femmes qui font ça pour que les jeunes qui suivent la télé sachent que oui, moi aussi, je peux devenir ingénieur, moi aussi, je peux devenir scientifique ou physicienne. En fait, c'est en voyant ce besoin au Congo que j'ai créé un système de bourse d'abord. D'abord, avant le système de bourse, j'ai créé une compagnie, Smin Power Group, pour pouvoir installer et concevoir et installer les systèmes solaires au Congo. J'ai eu cette expérience en tant qu'ingénieur ici aux États-Unis. Je suis ingénieur professionnel. J'ai conçu et installé plus de 50 mégawatts. 50 mégawatts, c'est à peu près 50 000 kilowatts de systèmes solaires ici aux États-Unis. D'ailleurs, il y en a un à Maryland, à Greenville, qui est 20 mégawatts. Mais ce que je veux dire, forte de cette expérience, j'ai commencé ma compagnie Smin Power Group aux États-Unis, et ensuite en 2013, nous avons ouvert les portes au Congo et nous avons conçu et installé des systèmes au Congo pour les communautés. Bon, en faisant ça, nous avions des stagiaires, puisque moi j'ai toujours cette mentalité d'apprendre à la prochaine génération. Alors nous avions des stagiaires et nous avons remarqué que beaucoup de gens sont intéressés à étudier, à faire les STEM, donc Science, Technology, Engineering and Math, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas l'argent pour payer l'université. C'est ainsi que j'ai commencé un système de bourse l'année passée qui soutient 6 étudiants pour pouvoir faire les STEM au Congo. Et fort de cette expérience, bon, il faut dire que moi j'écoute beaucoup ce qu'on me dit, il y avait un engouement vers les sciences, vers les STEM. C'est ainsi que j'ai commencé une plateforme qui s'appelle STEM DRC Initiative pour pouvoir donner des rôles modèles aux gens qui sont intéressés au STEM, des gens qui leur ressemblent. Et donc, c'est un groupe, un leadership team, des gens qui sont comme moi, qui ont au moins le doctorat ou qui ont fait des inventions. Mais le trait que nous avons en commun, c'est que nous sommes passionnés par le Congo ou l'Afrique. Et donc, nous sommes vraiment motivés à faire du bien. Et donc, il y a des programmes que nous mettons sur pied. Au mois de juin, je vous invite, nous allons faire le lancement officiel de la plateforme STEM DRC Initiative. Nous allons aussi lancer encore la bourse pour la 2e fois et il y aura aussi une conférence à l'université de Kinshasa. Et donc, ce sont des activités que nous sommes en train de faire pour essayer d'encourager les jeunes à s'intéresser, à faire les STEM afin qu'ils soient équipés à résoudre les problèmes même du Congo par eux-mêmes. Donc, résoudre nos propres problèmes par nous-mêmes, en quelque sorte. Si vous rencontrez le président Tshisekedi aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Moi, ce que j'aimerais lui dire, c'est qu'en tant que président, je pense qu'il est très important de rehausser le taux d'électrification que nous avons au Congo. Écoutez, nous ne sommes pas encore à 20% de taux d'électrification au Congo. Je pense que c'est un défi très important, mais qu'il faut absolument le faire parce que l'industrialisation d'un pays dépend de l'accès à l'énergie, à l'électricité. Donc ça, c'est une priorité. Et l'avantage que nous avons au Congo, avec le fleuve Congo, nous avons un potentiel immense. Et tel que nous sommes aujourd'hui, notre électricité, plus de 95% de notre électricité vient de l'hydroélectrique. C'est-à-dire que c'est déjà décarbonisé contre le changement climatique. Nous sommes un atout essentiel contre le changement climatique par nos énergies vertes et aussi par notre forêt équatoriale que nous avons qui contiennent les tourbes. Si on brûle toutes les forêts que nous avons au Congo, ça va augmenter la surface de la Terre de 2 degrés Celsius. Ça sera la fin de l'espèce humaine. Donc c'est pour vous montrer le potentiel que nous avons au Congo, sans parler du potentiel que nous avons à travers les mines. Et ça, le président Tshisekedi est il est très conscient de ça avec le cobalt, par exemple. Ça, ce n'est qu'un exemple. Nous avons plus de 50% du cobalt au Congo et c'est ce même cobalt qu'on utilise pour les batteries à ion lithium et c'est ce même cobalt et tous ces minerais qu'on utilise dans toutes les technologies de pointe aujourd'hui. Donc le Congo est un atout et il est temps qu'on mette cela en valeur afin de mieux développer le Congo. Si Sandrine Moubenga savait il y a 10 ans ce qu'elle sait aujourd'hui,
qu'est-ce que vous auriez fait différemment? Je vais même dire, il y a 20 ans, qu'est-ce que vous auriez fait différemment? Ce que j'aurais fait différemment, je pense que, vous savez, c'est dur à dire. Je serais venue aux États-Unis d'abord. Il y a 20 ans, vous seriez venu aux Je États-Unis. serais venue aux États-Unis et je vous dis pourquoi. Parce que les États-Unis m'ont vraiment donné l'opportunité, comme on dit, de devenir ce que je suis. Ils ont les infrastructures. Il faut bosser dur quand on est ici aux États-Unis. Mais quand on bosse dur, on finit par reconnaître vos valeurs. Donc, je crois que ça aurait été la même chose, ça aurait été les États-Unis. J'aurais toujours épousé mon mari. Ça ne va pas changer. Et je pense qu'on apprend des erreurs de la vie et tout ça. Et donc, chaque chose est importante. Ça me donne, on dit toujours, oh, you have a tough skin. I'm like, yeah. You know, et je crois que c'est important. Donc, je ne sais pas ce que j'aurais changé. Je suis très heureuse, disons que mentalement je suis heureuse de ce que je suis et s'il y a quelque chose qui me plaît pas, je travaille à le changer. Donc je sais que mon bonheur dépend de moi. En tout cas, nous sommes très heureux d'avoir pu avoir cet entretien avec vous et nous vous souhaitons de continuer à avoir autant de succès. On se dit à très bientôt peut-être. Merci beaucoup. Pour une autre À visite. bientôt. Voilà. Merci. Allez, merci beaucoup. Merci. Achievers Christian University is a private Christian university where students can get theological-based degrees. Good news! You can join a winning team on your own time with ACU Online. We offer bachelor's, master's and doctorate degrees 100% online. I have a special scholarship for the first 10 students to enroll this week. Are you going to be one of them? CGTV, Tokotala, CGTV, Mama, CGTV, Papa, Michel Mayabou. CGTV,